Bonjour à vous. Si votre propre fille vous mettait à la porte en pleine pluie battante de Normandie et vous disait « Va mendier comme tu savais le faire », pouvez-vous seulement imaginer ce que l'on ressent? Eh bien moi, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je partage avec vous mon histoire, une histoire vraie. Une histoire remplie de chagrin de courage et d'un rebondissement que vous ne verrez pas venir. Mais la vraie question est, suis-je jamais retourné à la maison ou ai-je trouvé une toute nouvelle vie pour moi-même? Vous devrez rester jusqu'à la fin pour le découvrir, car la vérité est quelque chose que vous n'attendriez jamais. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé comment une part de 4 quarts et une vieille série télévisée peuvent changer la vie de quelqu'un? Non. Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir. Alors ne sautez pas une seconde. Chaque chapitre apporte une nouvelle tournure et vous ne voudrez manquer aucun moment. Plongeons dans mon histoire. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous avez et depuis quelle région de France ou du monde vous m'écoutez. Vous savez, le temps en Normandie est imprévisible. 1 minute, c'est le grand soleil. La suivante, vous évitez les averses et priez pour que vos cheveux ne frisent pas comme ceux d'un caniche. J'ai vécu ici toute ma vie et je ne peux toujours pas vous dire ce que le ciel va faire d'une heure à l'autre. Mais laissez-moi vous dire que rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à la tempête qui se préparait à l'intérieur de ma propre maison. Ce mardi après-midi avait commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis réveillée au son des oiseaux qui chantaient devant ma fenêtre. Le genre de matin qui vous donne envie de vous asseoir sur le perron avec une tasse de café et de simplement regarder le monde se réveiller. J'ai traîné mes pantoufles jusqu'à la cuisine, leur doux bruit, sur le lino, et j'ai commencé à préparer le café. Je fredonnais une vieille chanson d'Édith Piaf, en réfléchissant à ce que j'allais faire pour le dîner quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Ma fille Lisa a déboulé comme un orage d'été. Elle a toujours été une force de la nature. Ses cheveux roux, son tempérament vif et une obstination à toute épreuve. Mais aujourd'hui, son visage était plus rouge qu'une écrevisse cuite. Et elle avait l'air sur le point d'exploser. J'ai à peine eu le temps de poser ma cuillère avant qu'elle ne commence à s'en prendre à moi. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-elle dit, sa voix tendue et sèche. J'ai tout de suite compris que ce ne serait pas une conversation amicale sur la météo ou les derniers potins de la paroisse. Elle a commencé à faire les 100 pas, les bras croisés, les yeux balayant la cuisine comme si elle cherchait une issue de secours. J'ai essayé de détendre l'atmosphère. J'ai fait une blague en lui disant qu'elle avait l'air de s'être battue avec un chat sauvage et d'avoir perdu. Mais elle n'était pas d'humeur. « Lisa, ma chérie, qu'est-ce qui te met dans tous tes états ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. J'ai appris au fil des ans que lorsque Lisa est comme ça, il vaut mieux la laisser vider son sac. Mais cette fois, elle n'a pas seulement vidé son sac. Elle a tout déballé, et plus encore. Elle s'est mise à pester contre les factures qui s'accumulaient contre la maison qui lui semblait trop petite contre son besoin d'avoir son propre espace et sa propre vie. Elle a dit qu'elle en avait marre de sentir qu'elle devait s'occuper de moi, marre de la responsabilité, marre de tout. Je suis restée là, tenant ma cuillère en bois, me sentant comme si j'avais reçu une gifle. Je voulais lui dire que je ne lui avais jamais demandé de s'occuper de moi, que j'essayais juste d'aider d'être là pour elle et les petits-enfants. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Puis, avant que je ne m'en rende compte, elle m'a jeté ma vieille valise. Celle avec les fleurs bleues délavées et la fermeture éclair cassée. Elle l'a balancée sur le sol de la cuisine, comme si c'était un sac poubelle. « Va mendier comme tu savais le faire. » A-t-elle craché, sa voix froide comme la glace. Je l'ai juste regardé, le cœur battant dans ma poitrine. Mendier. J'ai élevé cette fille avec le peu que j'avais et les prières du soir. Je lui ai appris à faire du vélo, à nouer ses lacets, à ne jamais faire confiance à un homme qui porte des chaussettes avec des sandales. J'ai assisté à chaque spectacle de l'école soignée, chaque genou écorché, partagé chaque chagrin d'amour. Et maintenant, elle me jetait comme les restes de la semaine dernière. J'ai senti la pièce tourner un peu. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où je m'étais sentie si petite, si indésirable. Être que c'était quand j'étais moi-même une petite fille debout sur le perron de la maison de ma mère, écoutant elle et papa se disputer à propos d'argent. Ou être que c'était le jour où mon mari est parti il y a des années, me laissant élever Lisa toute seule. Mais même à ce moment-là, je n'avais jamais ressenti une telle douleur. C'était différent. C'était ma propre chair et mon propre sang qui me tournait le dos.
Je voulais crier, pleurer, jeter quelque chose. Être cette vieille théière avec le bec ébréché. Mais au lieu de ça, je suis restée là figée. J'ai regardé Lisa, vraiment regardé, et j'ai vu les rides d'inquiétude sur son visage, les cernes sombres sous ses yeux. Elle était fatiguée. J'ai réalisé, fatiguée et effrayée, tout comme moi. Mais ça ne rendait pas la douleur moins vive. Lisa, ai-je dit ma voix à peine un murmure. Où suis-je censée aller? Elle n'a pas voulu croiser mon regard. Elle a juste haussé les épaules, les bras serrés autour d'elle. Je ne sais pas, maman. Je n'en peux plus. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je voulais la supplier de me laisser rester, de lui rappeler toutes les fois où j'avais été là pour elle, tous les sacrifices que j'avais faits, mais je ne pouvais pas. Ma fierté ne me le permettait pas. Alors je me suis détournée, retenant mes larmes, et j'ai commencé à faire mes affaires. C'est drôle les choses auxquelles on pense dans des moments comme ça. Je me suis surprise à m'inquiéter du café. Devrais-je le jeter ou le laisser dans la cafetière? Lisa le boirait-elle ou le viderait-elle simplement dans l'évier? J'ai emballé mes vêtements, ma Bible, quelques photos de famille. J'ai laissé derrière moi le couvre-lit que j'avais fait pour son mariage, celui qu'elle n'a jamais utilisé. Je ne voulais pas prendre plus de place que je n'en avais déjà prise. En fermant ma valise, ou du moins en essayant, puisque la fermeture était toujours cassée, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais dû me débrouiller, enchaînant les petits boulots pour joindre les deux bouts. Je me suis souvenu de l'époque où je vendais des tartes aux noix maison depuis le coffre de ma vieille Renault, juste pour payer la facture d'électricité. Je me suis souvenu des nuits où je me couchais le ventre vide pour que Lisa puisse se resservir au dîner. J'avais toujours trouvé un moyen de survivre, mais cette fois c'était différent. C'était comme la fin de quelque chose que je ne pourrais pas récupérer. Quand je suis finalement sortie sur le perron, le ciel était devenu sombre et lourd, l'air épais de la promesse de pluie. Je suis restée là un moment, ma valise à la main, et j'ai regardé la maison. Ma maison, l'endroit où j'avais élevé ma fille, où j'avais ri, pleuré et prié pour des jours meilleurs. Maintenant, elle ressemblait à la maison d'une étrangère, froide et vide. Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, douces au début, puis de plus en plus fortes, jusqu'à ce que je sois trempée jusqu'aux os. Je devais ressembler à un raton laveur détrempé debout, là les cheveux collés au visage et mes chaussures faisant floc-floc dans la boue. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais dit à Lisa de prendre un parapluie, de mettre ses bottes de pluie, d'être prudente. Maintenant, c'était moi qui étais dehors seule dans la tempête. J'ai commencé à marcher sans vraiment savoir où j'allais. J'ai pensé à appeler mon amie Martine, mais je ne voulais pas être un fardeau. J'ai pensé à aller à l'église, mais c'était trop loin pour marcher sous la pluie. Alors j'ai juste continué à avancer un pied devant l'autre, ma valise cahotant derrière moi. En marchant, j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Étais-je vraiment un tel fardeau? Avais-je fait quelque chose de mal? Était-ce juste la façon dont les choses se passaient maintenant? Les mères et les filles qui s'éloignent, les familles qui se brisent, à cause des factures et du besoin d'espace, du besoin de sa propre vie. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que j'avais, c'était la pluie, le son de mes propres pas et la douleur dans ma poitrine. Mais même en marchant trempée et grelottante, j'ai senti une minuscule étincelle au plus profond de moi. Être que c'était de l'obstination. Ou être de l'espoir. J'avais survécu à pire que ça. Je trouverais un moyen de survivre à ça aussi. Je devais juste continuer à avancer, continuer à croire que des jours meilleurs m'attendaient. Et ainsi, avec la tempête qui faisait rage tout autour de moi, j'ai continué à marcher. Parce que parfois, quand la vie vous jette dehors sous la pluie, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pied devant l'autre et espérer que le soleil revienne. Donc, me voilà debout, sur le perron, la pluie tombant à verse, ma valise à la main, ressemblant à s'y méprendre, à un raton laveur détrempé qui aurait perdu le chemin de sa maison. Je sentais le mascara couler sur mes joues, me donnant probablement l'air d'un clown triste à une fête d'anniversaire où personne ne s'est présenté. Je l'avoue, à ce moment-là, j'avais peur. Je veux dire quoi de plus effrayant que d'être seule à 62 ans, sans nulle part, ou aller sans plan, et avec rien d'autre qu'une valise pleine de vêtements froissés et un cœur plein de chagrin. Je m'étais toujours targuée d'être forte, mais à ce moment précis, je me sentais aussi solide qu'un sac en papier mouillé. La pluie était incessante, martelant le toit de tôle et éclaboussant mes chaussures. J'entendais le tonnerre gronder au loin,
et de temps en temps, un éclair illuminait le ciel, rendant le monde étrange et peu familier. Je suis restée là 1 minute, laissant la pluie m'imbiber complètement, sentant l'eau froide couler dans mon dos et s'accumuler dans mes chaussures. J'ai pensé à faire demi-tour, à frapper à la porte et à supplier Lisa de me laisser rentrer, mais ma fierté m'en a empêché. J'avais déjà été mise à la porte, une fois je n'allais pas y retourner en rampant pas après ce qu'elle avait dit. Alors, j'ai fait ce que toute femme du Sud qui se respecte ferait dans un moment pareil. J'ai redressé les épaules, pris une profonde inspiration et essayé de me souvenir de qui j'étais. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais débrouillée, enchaînant les petits boulots, joignant les deux bouts, quand cela semblait impossible. Je me suis souvenu des années après le départ de mon mari, quand il n'y avait que moi et Lisa, et que chaque jour ressemblait à une bataille. Je me suis souvenu avoir vendu des tartes aux noix maison depuis le coffre de ma vieille Peugeot pour payer la facture d'électricité. Je me suis souvenu de l'époque où j'avais 3 emplois, à la fois serveuse au bistrot femme de ménage et couturière pour les dames de l'église, juste pour que Lisa puisse avoir de nouvelles chaussures pour l'école. Si je pouvais survivre à tout ça, je pouvais survivre à ça. Et puis quelque chose en moi a cédé, pas dans le mauvais sens, mais d'une manière presque libératrice. J'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps dans ma vie à m'inquiéter pour tout le monde, pour Lisa, pour les factures, pour ce que les voisins penseraient que j'avais oublié comment prendre soin de moi-même. J'avais oublié comment rire, comment lâcher prise, comment simplement être. Alors là, au milieu de cette tempête, j'ai commencé à rire, à voix haute. Le son m'a surprise au début. Il était fort et un peu sauvage, résonnant sur le perron, et se mêlant au bruit de la pluie, mais ça m'a fait du bien. C'était réel. J'ai levé les yeux au ciel, la pluie coulant sur mon visage, et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Je devais avoir l'air d'une folle debout sous la pluie, ma valise à la main, riant de rien. Mais vous savez quoi ? Je m'en fichais. Parce que parfois, quand la vie vous jette dans la tempête, tout ce que vous pouvez faire, c'est danser dans les flaques. Ou du moins, essayer de ne pas glisser et de se casser une hanche. J'ai descendu une marche du perron mes chaussures, faisant floc-floc dans la boue, et j'ai commencé à descendre l'allée. La pluie tombait si fort que je voyais à peine, mais j'ai continué, un pied devant l'autre. Je n'avais pas de plan. Je ne savais pas où j'allais. Mais je me suis dit que n'importe où valait mieux que de rester sur ce perron à m'apitoyer sur mon sort. En marchant, j'ai commencé à me souvenir de toutes les petites choses qui m'avaient aidé à traverser les moments difficiles auparavant. J'ai pensé à ma maman qui disait quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Et si ça ne marche pas, ajoute un peu de calvados et appelle ça une journée réussie. J'ai pensé à la fois où j'avais été prise dans une averse quand j'étais enfant, et au lieu de courir, m'abriter, j'avais dansé dans les flaques avec ma meilleure amie riant, jusqu'à ce que nous soyons toutes les savants, 2 trempés jusqu'aux os. J'ai pensé à toutes les fois où j'étais tombée, et à toutes les fois où je m'étais relevée. La pluie était froide, mais elle faisait du bien, comme si elle lavait toute la peine, et la colère me laissant propre et neuve. J'ai commencé à fredonner un petit air, quelque chose que je me rappelais de l'église, et avant de m'en rendre compte, je chantais à voix haute. Ma voix se mêlant au son de la tempête. Je devais avoir l'air ridicule, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé des kilomètres. Ma valise devenant plus lourde à chaque pas. Mes cheveux étaient plaqués sur ma tête. Mes vêtements me collaient à la peau et mes chaussures étaient fichues. Mais j'ai continué parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je suis passée devant des maisons aux lumières chaudes qui brillaient aux fenêtres, des familles attablées pour le dîner, des enfants jouant dans le salon. Je me suis demandé s'ils pouvaient me voir dehors, une vieille femme solitaire, marchant péniblement sous la pluie, et s'ils me voyaient ce qu'ils pensaient, avaient-ils pitié de moi? Me jugeaient-ils? Ou ne me remarquaient-ils tout simplement pas? Finalement, je me suis retrouvée à la sortie de la ville de Boue, sous l'auvent de la vieille quincaillerie. L'endroit était fermé, mais l'auvent m'offrait un peu d'abri contre la pluie. J'ai posé ma valise et je me suis assise sur le béton froid, serrant mes genoux contre ma poitrine. Pendant un instant, je me suis laissée envahir par la peur. La peur d'être seule, de ne pas savoir ce qui allait suivre, de ne pas avoir de maison où retourner. Mais ensuite, je me suis souvenu que j'avais déjà eu peur et que j'avais toujours trouvé un moyen de m'en sortir. J'ai pensé à appeler Martine, ma plus vieille amie.
Nous nous connaissions depuis la maternelle, et elle avait toujours été là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais j'ai hésité. Je ne voulais pas être un fardeau. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. J'ai pensé à aller à l'église, mais c'était trop loin pour marcher sous la pluie. Et de toute façon, j'étais pas sûre d'être prête à affronter qui que ce soit pour le moment. Alors je suis restée assise là à écouter la pluie et à laisser mon esprit vagabonder. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait dans ma vie, à tout ce que j'avais survécu. J'ai pensé aux bons moments et aux mauvais, aux rires et aux larmes. J'ai pensé à Lisa et à combien je l'aimais, même si elle m'avait si profondément blessée. Je me suis demandé si elle était assise dans la cuisine buvant mon café et regrettant ce qu'elle avait fait, ou peu, être qu'elle était soulagée, enfin libérée du fardeau que je pensais être devenu pour elle. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas me laisser abattre. J'avais trop vécu, trop survécu pour abandonner maintenant. J'étais toujours debout, toujours en train de respirer, toujours en train de rire. Et tant que je pouvais faire ça, je savais que ça irait. Au bout d'un moment, la pluie a commencé à se calmer et le ciel à s'éclaircir. Je me suis levée, j'ai étiré mes jambes endolories et j'ai ramassé ma valise. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester là éternellement. Alors j'ai recommencé à marcher un pied devant l'autre, la tête haute. En marchant, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. C'était une petite chose fragile et nouvelle, mais elle était là grandissant en moi comme une graine. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais je savais que j'étais assez forte pour y faire face. J'avais survécu à des tempêtes auparavant, et je survivrais à celle-ci aussi. Et ainsi la pluie dégoulinant encore de mes cheveux et mes chaussures faisant floc-floc dans la boue, j'ai continué à marcher. Parce que parfois, quand la vie vous jette dans la tempête, tout ce que vous pouvez faire, c'est danser dans les flaques et avoir confiance que tôt ou tard le soleil reviendra. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je n'étais pas sur le point de commencer à mendier. J'étais peu, être à terre, mais je n'étais pas hors jeu. Il y a une différence, vous savez. J'ai toujours cru qu'un peu de fierté est une bonne chose, tant que cela ne vous empêche pas de demander de l'aide quand vous en avez vraiment besoin. Et laissez-moi vous dire que cette nuit-là, assise sous l'auvent de la vieille quincaillerie avec ma valise et ma dignité, ne tenant qu'à un fil, j'avais besoin d'aide. Je suis restée assise là un moment, regardant la pluie se transformer en bruine, les lampadaires s'allumer un par un, et j'ai pensé à toutes les personnes que je pouvais appeler, mais le seul nom qui me revenait sans cesse à l'esprit était celui de Martine. Martine et moi, ça remonte à loin, à l'époque où nous faisions le mur pendant le catéchisme pour fumer derrière l'église. À l'époque où nous pensions que la laque et le fard à paupières bleues étaient le summum de la mode. C'est le genre d'ami qui vous dira quand votre jupon dépasse et qui en rira avec vous ensuite. Nous ne nous parlions pas autant ces derniers temps, la vie étant ce qu'elle est. Mais je savais que si quelqu'un pouvait comprendre, ce serait elle. Alors, les mains tremblantes et le cœur battant, j'ai sorti mon vieux téléphone à clapet. Oui, j'en ai toujours un et non, je me fiche de ce que disent les petits-enfants. Et j'ai composé son numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix aussi vive et familière que jamais. Eh bien, si ce n'est pas Miss Normandie en personne, à quoi dois-je ce plaisir? J'ai essayé de garder ma voix stable, mais elle a tout de suite entendu le tremblement. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, tout rire disparu en un instant. Je lui ai tout raconté, enfin presque tout. J'ai omis la partie sur le mascara et la pluie, mais elle a probablement deviné. Avant même que j'aie pu finir, elle a dit « Reste où tu es. J'arrive te chercher. Et ne bouge surtout pas. » Tu m'entends? 15 minutes plus tard, sa vieille Ford s'est arrêtée les phares, perçant la brume. Elle a sauté de la voiture un parapluie à la main et m'a enveloppée dans le genre d'étreinte qui vous fait vous sentir à nouveau comme une enfant. En sécurité au chaud et aimée. « Tu as une sale tête ?» a-t-elle dit en souriant. « Mais tu as toujours eu le sens du drame. » J'ai ri, et pour la première fois de la journée, c'était un vrai rire. Elle a jeté ma valise à l'arrière, m'a tendu une serviette et a mis le chauffage à fond. « Allez, on te ramène à la maison », a-t-elle dit. Et d'un coup, je n'étais plus seule. Nous avons passé la nuit chez elle, une petite maison confortable, remplie de bibelots et sentant l'encaustique au citron. Elle nous a fait une tisane, a coupé des tranches de 4/4 et a mis une rediffusion décraquante. Nous nous sommes assises sur son canapé, enveloppées dans des couvertures, mangeant du gâteau, et regardant Dorothée remettre tout le monde à sa place avec son esprit sec.
Tu sais, a dit Martine, si Dorothée peut survivre en vivant avec sa mère, tu peux survivre à n'importe quoi. Nous avons ri jusqu'à en pleurer, puis nous avons pleuré jusqu'à en rire à nouveau. Il y a quelque chose de spécial avec les vieux amis. Ils savent exactement quand parler et quand vous laisser vous asseoir en silence. Cette nuit-là, je me suis laissé prendre en charge juste pour un petit moment. Le lendemain matin, le soleil brillait. L'air était vif et je me sentais différente. Pas réparée, pas exactement, mais plus légère, comme si le pire était peu, être passé. Martine nous a préparé des œufs et du pain grillé. Et pendant que nous mangions, elle a dit « Alors, quelle est la suite ?» J'ai haussé les épaules. Je ne suis pas vraiment sûre. Je ne voulais pas être un fardeau et je ne voulais certainement pas abuser de son hospitalité. Eh bien, a-t-elle dit « J'ai entendu dire que le bistrot du coin cherche de l'aide. Tu fais toujours cette tarte aux noix que tout le monde adore. » J'ai souri, me souvenant de toutes ces années à pâtisser pour les repas de la paroisse et les kermesses de l'école. « Je suppose que oui, » ai-je dit. « Alors allons voir pour un travail, a-t-elle dit. » Et voilà, nous avions un plan. Nous sommes allés en voiture jusqu'au bistrot, un petit endroit sur la place du village, avec des banquettes en vinyle rouge et un jukebox dans le coin. Le propriétaire, monsieur Dubois, était derrière le comptoir en train d'essuyer les menus. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés, et Martine n'a pas perdu une seconde. « Voici la meilleure pâtissière de Normandie, a-t-elle annoncé, et vous seriez bien bête de ne pas l'embaucher. » Monsieur Dubois a haussé un sourcil, mais il a souri. « Ah oui, a-t-il dit. Eh bien, voyons ce que vous savez faire. » Il m'a tendu un tablier et m'a indiqué la cuisine. Je l'avoue, j'étais nerveuse. Cela faisait un moment que je n'avais pas travaillé dans une vraie cuisine, et mes mains tremblaient un peu en mesurant la farine et le sucre. Mais dès que j'ai commencé à mélanger, tout m'est revenu le rythme de la pâtisserie, l'odeur des noix grillées, la sensation de la pâte juste comme il faut sous mes doigts. J'ai versé la garniture, j'ai glissé la tarte au four, et j'ai attendu. Quand elle est sortie dorée et bouillonnante, tout le bistrot s'est rempli de cette douce odeur de noisettes. Monsieur Dubois a pris une bouchée et a souri. « Vous êtes embauché ?»« Ah, il dit. « Pouvez-vous commencer demain ?» J'ai hoché la tête, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Ce premier jour au bistrot fut un tourbillon de commandes de rire et de cliquetis de vaisselle. J'ai rencontré les autres serveuses, la plupart plus jeunes que ma propre fille, mais amicales et promptes à la plaisanterie. J'ai servi du café, pris des commandes et bien sûr fait des tartes. Les gens ont commencé à venir juste pour goûter ma tarte aux noix, et avant que je ne m'en rende compte, nous étions en rupture de stock tous les jours. Monsieur Dubois a même mis une ardoise goûter la fameuse tarte aux noix de maman Jeanne. J'ai ri en la voyant, mais ça faisait du bien de se sentir utile de faire à nouveau partie de quelque chose. Au fil des jours, j'ai commencé à m'installer dans une nouvelle routine. Je me levais tôt, je marchais jusqu'au bistrot et je passais mes matinées à pâtisser et à discuter avec les habitués. L'après-midi, j'aidais Martine dans son jardin, où je faisais des courses en ville. Le soir, nous regardions la télé, jouions aux cartes, ou nous asseyions simplement sur le perron, écoutant les grillons et parlant de tout et de rien. C'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une bonne vie et j'en étais reconnaissante. Un après-midi, alors que j'essuyais les tables, une femme est entrée avec son petit garçon. Elle avait l'air fatiguée comme si elle avait traversé sa propre tempête, et le garçon s'accrochait à sa main timide et silencieux. Je leur ai apporté une part de tarte offerte par la maison, et les yeux de la femme se sont remplis de larmes. « Merci » a-t-elle murmuré. « Nous n'avons rien mangé de sucré depuis longtemps. » Je me suis assise avec eux un moment écoutant son histoire, et j'ai réalisé que chacun a ses propres luttes, ses propres moments de peur et de solitude. Parfois, il suffit d'un peu de gentillesse, d'une part de tarte, d'un sourire chaleureux, pour que les choses aillent mieux. J'ai commencé à me sentir enthousiaste, comme si c'était peu, être ma deuxième chance. Peu, être juste peu, être que la vie me donnait une nouvelle opportunité. Je me suis surprise à attendre chaque jour avec impatience les plaisirs simples du travail, de l'amitié et du rire. J'ai commencé à économiser un peu d'argent en pensant à ce que je pourrais faire ensuite. Peu, être que je prendrais mon propre appartement. Ou peu, être que je resterais avec Martine un peu plus longtemps.
Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait pas si effrayant. Avez-vous déjà eu un moment comme celui-là, où la peur se transforme en liberté, où vous réalisez que les choses que vous pensiez qui vous briseraient vous ont en fait rendu plus forte? C'est fou, n'est-ce pas? Je pensais que vieillir signifiait perdre des choses, son apparence, son énergie, sa place dans le monde. Mais maintenant, je vois que cela peut aussi signifier trouver de nouvelles choses, de nouveaux amis, de nouvelles aventures, de nouvelles raisons de rire. Bien sûr, il y avait encore des jours difficiles. Il y avait des nuits où Lisa me manquait tellement que ça faisait mal, où je me demandais si elle allait bien, si je lui manquais aussi. Il y avait des moments où je me sentais perdue, où les vieilles peurs revenaient. Mais à chaque fois, je me rappelais du chemin parcouru, de la gentillesse qu'on m'avait montrée, de la force que j'avais trouvée en moi-même. Et à chaque fois, je me relevais et continuais d'avancer. Avec le recul, j'ai réalisé que parfois la gentillesse des étrangers et un peu de chance peuvent tout changer. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une amie au cœur chaud, d'un travail qui vous fait vous sentir utile, et d'une part de tarte pour vous rappeler que la vie est encore douce. Et parfois, quand on s'y attend, le moins on découvre que la tempête est passée et que le soleil brille à nouveau. Les semaines ont passé et la vie s'est installée dans un nouveau rythme, un rythme que je n'aurais jamais imaginé pour moi-même, mais qui, d'une manière ou d'une autre, me convenait parfaitement. C'est drôle comme on peut vite s'habituer à quelque chose de différent, comment l'inconnu peut commencer à ressembler à un foyer si on le laisse faire. Je me suis fait de nouveaux amis au bistrot. Des gens qui ne connaissaient pas toute mon histoire, qui me voyaient simplement comme la dame aux bonnes tartes et au sourire facile. Il y avait Sophie qui travaillait le matin et avait toujours une nouvelle blague à raconter. Et le jeune Lucas qui économisait pour l'université et aimait se faufiler à un supplément de crème chantilly pendant sa pause. Même Monsieur Dubois, aussi bourru qu'il soit, a commencé à me laisser des petits mots dans la cuisine. Bon travail sur la tarte au citron meringuée. Ou n'oubliez pas de fermer à clé. Et je me suis surprise à attendre ces gribouillis plus que je ne l'admettrai jamais. Martine et moi sommes redevenus les meilleurs amis du monde, comme au bon vieux temps. Nous passions nos soirées sur son perron sirotant une tisane et regardant le soleil se coucher derrière les arbres, échangeant des histoires et riant à s'en faire mal aux côtes. Parfois nous jouions aux cartes. Parfois nous restions simplement assises dans un silence confortable, le genre qui ne vient qu'avec une vieille amitié. J'ai commencé à économiser un peu d'argent du bistrot, mettant de côté quelques euros ici et là, et ça faisait du bien d'avoir quelque chose qui était à moi, quelque chose que j'avais gagné toute seule. Un jour, sur un coup de tête, j'ai lancé un club de lecture avec quelques dames du travail et des amis de l'église de Martine. Bon, je vais être honnête, on appelait ça un club de lecture, mais la plupart du temps, on passait plus de temps à jacasser qu'à lire. On se passait le livre de poche que quelqu'un avait déniché à la brocante, mais le véritable attrait, c'était la compagnie et les collations, bien sûr. Je m'assurais qu'il y ait toujours quelque chose de sucré sur la table, que ce soit du 4/4 des carrés au citron, ou ma fameuse tarte aux noix nourriant de la nouvelle coupe de cheveux du curé, ou de qui avait été vu à l'Intermarché avec qui. Et pendant quelques heures, tous les soucis du monde s'évanouissaient. Je n'avais pas réalisé à quel point ce genre de lien, facile et joyeux, m'avait manqué. Le genre qui vous fait vous sentir à votre place. Alors que les semaines se transformaient en mois, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'étais toujours la même personne, toujours maman Jeanne de Normandie, mais j'étais aussi plus que ça. J'étais indépendante d'une manière que je n'avais pas connue depuis ma jeunesse, avant le mariage, la maternité et toutes les responsabilités qui les accompagnent. J'étais fière de moi non seulement pour avoir survécu, mais pour m'être épanouie. Je m'étais construit une petite vie, une vie pleine de rire, d'amitié et de sens. J'avais trouvé un foyer, non pas dans un lieu, mais dans les gens qui m'entouraient, et plus important encore en moi-même. Puis un soir, alors que le soleil se couchait et que les grillons commençaient leur chœur nocturne, mon téléphone a sonné. J'ai vu le nom de Lisa sur l'écran, et mon cœur a raté un battement. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis cette nuit où elle m'avait mise dehors sous la pluie. Et j'avais passé plus de nuits que je voudrais l'admettre à me demander comment elle allait, si tout allait bien, si je lui manquais. J'ai répondu la voix un peu tremblante, et pendant un instant, il n'y a eu que le silence à l'autre bout du fil. Puis je l'ai entendue prendre une profonde inspiration. Maman, hâtée, elle dit sa voix, petite et fatiguée. Je suis désolée. Elle a continué en expliquant à quel point elle avait été dépassée, comment les factures, les enfants et la pression de tout cela
l'avait submergée. Elle a dit qu'elle avait eu tort de se défouler sur moi, que je lui manquais, et qu'elle voulait que je rentre à la maison. J'ai écouté le cœur serré, d'un mélange de soulagement et de tristesse. Je pouvais entendre le regret dans sa voix, la façon dont elle essayait de retenir ses larmes, et je savais qu'elle pensait chaque mot. Mais voici le rebondissement. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de rentrer. J'aimais Lisa. Bien sûr que je l'aimais. C'était ma fille, mon unique enfant. Et rien ne changerait jamais cela. Mais j'avais trouvé quelque chose ces dernières semaines que je ne savais même pas qu'il me manquait. Un sentiment de soi, un sentiment de foyer, qui venait de l'intérieur. J'avais passé tellement de temps dans ma vie à m'occuper des autres, à faire passer leurs besoins avant les miens, que j'avais oublié ce que c'était que de prendre soin de moi-même. J'avais oublié que j'avais le droit d'avoir des rêves, des amis et une vie à moi. Même à 62 ans. J'ai dit à Lisa que je lui pardonnais parce que c'est ce que font les mamans. Nous pardonnons même quand ça fait mal, même quand nous ne sommes pas sûrs de devoir le faire. Je lui ai dit que je l'aimais et que je serais toujours là pour elle, mais que j'avais besoin de rester où j'étais pour un peu plus longtemps. J'avais besoin de voir ce que ce nouveau chapitre de ma vie me réservait. Elle a pleuré et j'ai pleuré. Et pour la première fois depuis longtemps, nous avons vraiment parlé. De tout, de rien, des choses qui comptent et de celles qui ne comptent pas. Ce n'était pas une conversation parfaite, mais elle était honnête et c'était suffisant. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le perron avec Martine regardant les lucioles danser dans le crépuscule. Je lui ai parlé de l'appel, de comment je me sentais à la fois triste et libre. Elle m'a serré la main et a dit « Ma chérie, parfois la pluie emporte ce dont tu n'as plus besoin pour que tu puisses voir ce qui compte vraiment. » J'ai longuement réfléchi à cela. Elle avait raison. La tempête qui m'avait chassée de mon ancienne vie m'avait aussi donné la chance d'en construire une nouvelle, une qui était vraiment la mienne. J'ai commencé à remarquer des petites choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention. La façon dont la lumière du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, le son des rires provenant du bistrot, le sentiment de satisfaction après une longue journée de travail. J'ai trouvé de la joie dans les choses simples, dans les routines et les rituels qui composaient mes journées. J'ai réalisé que le foyer n'était pas un lieu ou une personne. C'était un sentiment d'appartenance qui vient du fait de se connaître et de s'aimer soi-même. Lisa me manque toujours, bien sûr. Les petits-enfants me manquent, le chaos. Le bruit et le désordre de la vie de famille me manquent. Mais je savais aussi que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. J'avais survécu au chagrin et à la déception, à la solitude et à la peur, et j'en étais sortie de l'autre côté avec un nouveau but dans la vie. J'étais plus résistante que je ne le pensais et je voulais que d'autres femmes, d'autres mamans, d'autres grand-mères, d'autres personnes qui avaient été mises de côté ou oubliées, sachent qu'elles l'étaient aussi. Alors si vous vous sentez perdue ou mise de côté, rappelez-vous que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. La vie a une façon de vous surprendre, de vous donner des deuxièmes chances quand vous vous y attendez le moins. Et si tout le reste échoue, il y a toujours le 4/4 et les craquantes. Il y a toujours une amie qui viendra vous chercher sous la pluie, un travail qui vous donnera un nouveau départ, une communauté qui vous accueillera à bras ouverts. Il y a toujours de l'espoir, même quand le ciel est sombre et que la tempête fait rage. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour je retournerai chez Lisa. Peut-être que je prendrai mon propre petit appartement. Peut-être que je continuerai simplement à faire des tartes et à rire avec mes amis. Mais quoi qu'il arrive, je sais que ça ira. Je suis rentrée chez moi en moi-même. Et c'est le meilleur foyer qui soit. Alors si jamais vous vous retrouvez debout sous la pluie, une valise à la main, vous demandant où aller. Ensuite, souvenez-vous simplement que le soleil reviendra. Et quand il le fera, vous serez plus forte, plus courageuse et plus vous-même que vous ne l'auriez jamais cru possible. Et si vous avez besoin d'un peu de réconfort en chemin, eh bien ma porte est toujours ouverte. Il y a une place à table, une part de tarte et une rediffusion des craquantes qui vous attendent. Parce que parfois la meilleure façon de rentrer chez soi est de commencer par un peu de gentillesse envers soi-même et envers les autres. Et voilà mes amis la véritable histoire. Pas seulement comment j'ai survécu, mais comment j'ai appris à m'épanouir. Pas seulement comment j'ai perdu ma maison, mais comment je l'ai retrouvée juste à l'intérieur de moi. Alors trinquons au nouveau départ,
aux vieux amis au rire et au pardon, et aux joies douces et simples de la vie quotidienne. Trinquons au retour à la maison, où que cela puisse être. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a fait rire, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre petite famille, car la vie est trop courte pour ne pas partager une bonne histoire. Un bon rire et peut être une part de tarte. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.